de nouveaux parcs urbains, et surtout dans les quartiers, dans les zones qui sont en carence en espace vert et qui sont clairement identifiées. Mais donc ça, je dirais, c'est presque le programme minimum, même si ça nous occupe beaucoup et que ça nécessite beaucoup d'argent public. On essaye de travailler de manière plus macro. On essaye par exemple de travailler maintenant dans le cadre de la réforme du règlement régional d'urbanisme, le RRU, qui n'est pas sous ma compétence, mais on essaye d'impulser là la question de la biodiversité, notamment avec le coefficient de biotope par surface dans le bâti, parce qu'en fait la manière dont est conçu le bâti peut induire ou non qu'il y ait plus ou moins de biodiversité, et pas seulement du végétal, c'est notamment le cas pour les oiseaux, où il y a un enjeu très très particulier, puisqu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans l'habitat, comme vous le savez, mais quand l'habitat est neuf ou rénové, des questions se posent, mais aussi sur la désartificialisation des sols. Ce qui est sur la table, par exemple, c'est de dire, mais quand on conçoit un nouvel espace public, même une route, on doit réserver un pourcentage substantiel qui n'est pas minéralisé. Et donc quand on refait une route, on doit la déminéraliser. Voilà, c'est des questions et des enjeux qui sont fondamentaux et qui peuvent changer la ville en 15 ans ou en 20 ans, parce qu'on ne refait pas les routes tous les ans, hein, voilà, pour faire tout le tour, il faut bien 15-20 ans. Mais nous espérons aboutir bientôt et nous mettons beaucoup d'espoir là-dedans. Ce sont des décisions macro-transversales qui ne touchent pas directement à la biodiversité, mais qui touchent très indirectement et qui peuvent vraiment changer la donne. Justement, en parlant de transversalité, Alain Bougrain-Dubourg, tout à l'heure, vous avez mentionné que le climat est un peu l'arbre qui cache la forêt, pour reprendre le titre d'un bouquin. Comment, justement, comment expliquer que la crise du vivant ne soit pas considérée avec l'urgence nécessaire, et comment faire, justement, pour avoir cette vision plus transversale? Je pense que c'est une question de perception. Le climat, maintenant, outre un grand blond outre-Atlantique qui reste climato-sceptique, il n'y en a plus. Tout le monde a compris qu'il y avait un vrai problème. Pourquoi on l'a compris? Parce qu'on a vu une accélération des événements climatiques, les sécheresses, les tempêtes, la montée des eaux, que sais-je encore, et une intensification. Donc on a au quotidien, chez nous, en Belgique, en France ou ailleurs dans le monde, l'illustration du drame qui se joue. Et en face, on a quand même des clés, qu'on soit citoyen, collectivité, entreprise, pour agir à son niveau. On peut faire de l'isolation thermique, on peut faire du covoiturage, on peut baisser un peu les énergies, que sais-je encore. Quand vous prenez la biodiversité, mais on n'a pas du tout idée du déclin qui se dessine dans l'ombre, sauf M. Chevreuil, ça va de soi. Non, on n'a pas idée. Si l'outarde canepetière, le vison d'Europe, l'un des mammifères les plus menacés d'Europe, ou que sais-je, la tortue d'Hermann disparaissent, on savait à peine qu'ils existaient. Et en face, même avec de la bonne volonté, comment on fait? On n'a pas les clés. On va faire un refuge, on va mettre un nichoir, un hôtel insecte, on va créer une mare. Tout ça est bien, mais suffisant par rapport au paradigme, au changement qui s'impose? Non. Alors moi, j'ai quand même confiance, d'une certaine manière, même s'il y a urgence. Voyez-vous, dans les années 70, on a connu déjà un déclin terrible. Il restait en France moins de 10 couples de cigognes blanches. Aujourd'hui, il y en a plus de 4000. Le castor disparaissait de notre rivière. Nos rivières, maintenant, il est présent. Les vautours fauves avaient disparu du ciel févenol. Aujourd'hui, ils sont en nombre. Il y a également les vautours moines, les gypaètes barbus, que sais-je encore, qui sont là, qui génèrent une économie. Le faucon pèlerin était à l'agonie à cause du DDT, qui rendait les coquilles fragiles, et les femelles essayaient de couver, et l'œuf s'écrasait sous leur poids. Eh bien, on a sauvé le faucon pèlerin, il nidifie dans Paris, à Albi, et dans d'autres lieux. Donc tout est encore possible. Voilà. Mais la clé, c'est d'être en proximité avec la bête et avec la plante. Ce n'est pas dans les généralités qu'on parviendra. Il faut avoir la lucidité de la proximité, avec les distances respectueuses qui s'imposent. Mais voyez ce que je veux dire? S'attacher à chaque espèce. Comment on va faire pour sauver cette espèce de batracien? Comment les martinets qui n'ont plus de capacité de nidification, on va leur en offrir à nouveau? Et cette nature de proximité, ça va être beaucoup plus complexe.
de la sauver, vous l'avez évoqué, parce que c'est une remise en cause de l'agriculture et bien d'autres choses encore, je vais pas être trop long. Oui. Mais l'espoir est possible. L'espoir est possible. Alors, les chantiers sont quand même encore nombreux, Jean-François. Quelles sont les priorités de la Ligue ici dans les années à venir et quelles sont vos attentes, du coup, en termes de soutien politique notamment, puisqu'on a 2 ministres qui sont présents, profitons-en. Oh, je ne m'inquiète absolument pas pour les 100 prochaines années. En termes de travail, il y en a énormément. Ne fût-ce que Stop Dérive Chasse, évidemment. Quand j'ai un ministre qui n'est pas ici, quand j'ai un ministre de la Chasse, là j'ai déjà pas compris pourquoi on avait séparé chasse de nature, mais enfin bon, quand j'ai un ministre de la Chasse qui vient me dire, de toute façon, pendant ma mandature, pendant ma législature, en face à face, ne comptez pas sur moi, je ne bougerai rien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre au niveau de la Ligue que de faire des recours au Conseil d'État, que de créer un collectif de 80 associations aujourd'hui? C'est notre seul outil de travail, entre guillemets, la justice, puisqu'il me dit clairement, en face à face, oubliez. Alors après ça, oui, les combats sont nombreux et vont se poursuivre. On a la chute, évidemment, du nombre d'hirondelles, du nombre de martinets, des moineaux. Tout simplement, les moineaux, c'était impensable, on ne les regardait même pas. Aujourd'hui, les moineaux, on crée des groupes moineaux dans les villes, on se bat, on installe ensemble des nichoirs avec les villes. C'est inimaginable. Donc les combats, l'abattage et l'agage d'arbres en période de nidification, les feux d'artifice, les pesticides, la disparition des jachères, crise oblige, on a fait une nouvelle loi autorisant la suppression des jachères. Mais les jachères, c'est essentiel pour les oiseaux, en termes de biodiversité, en termes de nourriture. Alors on s'étonne après que les oiseaux vont dans les champs pesticides, chercher à manger parce qu'ils ne trouvent plus ailleurs. Les haies ont disparu. Heureusement qu'il y a des ministres bougent, et là on a fait un travail colossal avec la ministre Tellier. Il y a encore, et je dois le dire ici, des cabinets avec lesquels on peut travailler. Et avec ces cabinets-là, on avance bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas partout. Je viens de vous en parler d'un autre ministre, où là, la seule méthode, ce sont des recours au Conseil d'État. Chasse à la perdrix, chasse aux ramiers, chasse aux corvidés. Même les rapaces subissent des tirs de la part de chasseurs qui n'ont pas bien vu clair. Donc oui, je ne me tracasse pas pour les 100 prochaines années. En même temps, comme le disait Alain Marron tout à l'heure, l'acteur associatif est un allié indispensable, enfin un partenaire indispensable, et un acteur qui doit aussi entretenir cette forme de militance. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde associatif environnemental est encore assez militant, au vu des enjeux? Pas toujours. Je me permets de garder la parole, pas toujours. Alors, il y a des associations qui le restent, qui le sont. Nous, on dit clairement à la Ligue militant par nature. Je pense qu'on est parmi les plus militants au niveau de la faune sauvage. Et parfois, il y a des associations qui ne le sont pas assez ou pas suffisamment. Mais à côté de ça, je crois beaucoup à l'union fait la force et le fait de se mettre ensemble. On le voit avec Stop Dérive Chasse, le fait de mettre 80 associations sur un combat, ça fait bouger les choses. On a obtenu la semaine passée une audition au Parlement de Wallonie. Et Dieu sait que ce n'est pas évident puisqu'on a réussi à faire passer une pétition pour avoir cette audition. Et c'est la pétition qui a récolté le plus grand nombre de signatures. Donc c'est un succès. On a fait 35 000 signatures également dans une autre pétition contre la dérive de la chasse. Donc c'est comme ça qu'on peut y arriver. L'union fait la force. Je suis convaincu de la militance des associations, mais du fait de se mettre ensemble. Et du fait de se mettre ensemble également au niveau de l'Europe. Nous travaillons de plus en plus, enfin historiquement, mais beaucoup avec la LPO. Bon, déjà que c'est une association sœur et on porte la LPO France dans notre cœur, mais on a toujours beaucoup travaillé et c'est comme ça vis-à-vis de l'Europe que là aussi on peut faire bouger les choses. Merci. Très rapidement, je voudrais vous entendre tous les trois sur cette question de la militance. Très rapidement, j'ai envie de dire que franchement, les associations sont admirables. Quelle énergie, quel temps. Combien de fois on a envie de baisser les bras? Combien de fois j'ai pleuré, je ne vous le cache pas, désespéré devant des situations, devant l'agonie de la faune. Et puis il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous disent continuez. Des gens qui sont seuls, dans l'ombre, et qui font le boulot avec des voisins chasseurs ou agriculteurs ou autres, dans un climat conflictuel, qui n'ont pas les projecteurs pour éclairer le débat, mais qui, dans l'ombre, poursuivent le combat. Et donc, par conséquent, ça nous encourage à aller de l'avant quand on a des doutes. Et parfois, ou même souvent, on me dit « mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien, je vous le dis, c'est le cas ici dans cette salle, adhérez à une association de protection de la nature, dites-le à vos voisins. Pourquoi? Parce qu'on sera davantage entendu, non pas par vous, parce que vous êtes, Dieu sait, complètement à l'écoute, mais par l'exécutif en général, par les entreprises,
par les uns et les autres. Il faut qu'on soit représentatifs et nombreux. Donc, par solidarité, il faut adhérer aux associations de protection de la nature. Merci. Céline Tellier, rapidement. Oui, je dirais qu'il y a deux rôles essentiels, j'ai l'impression. Le premier, c'est celui d'aiguillon, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait de sans cesse nous rappeler aussi les curseurs. Parce que c'est vrai que pour avoir été dans l'associatif avant et être aujourd'hui dans la politique, quand on est dans la politique, c'est un tout autre métier. On négocie chaque virgule, on négocie chaque paragraphe d'un accord de gouvernement ou d'une note au gouvernement. Et donc on a parfois le risque d'avoir des effets de loupe où on oublie finalement l'enjeu. Quel est l'enjeu ? Et les associations nous servent à dézoomer pour nous rappeler, ok, le chemin avance sur tel et tel volet, mais il reste encore tout ça à parcourir. Et le deuxième rôle très très important, et c'est aussi un appel au secteur associatif en général que je fais ici, c'est qu'on a besoin de vous pour jouer dans le rapport de force, parce que la politique c'est du rapport de force, au sein même d'un gouvernement, à l'extérieur bien entendu aussi, au niveau de la société au global, dans le changement culturel global que l'on veut instaurer. On voit à quel point aujourd'hui le débat public se détériore par certaines figures politiques qui viennent, je vais dire, mettre des curseurs malheureusement dans le mauvais sens. On peut en citer quelques-uns, mais je ne le ferai pas ici, je pense que ce n'est pas l'objet. Et donc on a besoin vraiment du secteur associatif pour être aussi à nos côtés, évidemment avec un œil toujours critique et indépendant, mais aussi à nos côtés pour pousser certains curseurs, montrer qu'on n'est pas tout seul à se défendre par rapport à certains enjeux, mais que, comme vous l'avez dit, avec la population, avec les citoyens, avec les associations, on représente beaucoup plus aussi pour parler de cette voix silencieuse qu'est la nature. Merci Céline Tellier. Alain Marron, les associations sont-elles toujours bien militantes à Bruxelles ? J'ai l'impression, oui. Oui, j'ai l'impression que c'est vivant. Il y a des collectifs citoyens, des associations établies depuis longtemps, du dialogue qui s'établit, un lobbying qui est puissant. Et parfois, en tant que politique, on a l'impression qu'il peut être injuste. On peut se sentir nous-mêmes parfois mal compris. On se dit, mais on a déjà fait tout ça. Et puis vous trouvez encore que ce n'est pas assez et qu'il en faut plus. Rendez-vous quand même compte de ce qu'on a fait, ce qu'on a obtenu, etc. etc. Ceci dit, je sais aussi que nous n'obtenons les choses, comme Céline vient de le dire, de manière radicale et drastique, surtout en dehors de nos compétences, que s'il y a une pression externe. À un moment, pour parler d'un sujet qui a fait un peu d'actualité, la friche Josaphat à Bruxelles, si à un moment il n'y a pas cette pression collective, associative, citoyenne, structurée, puissante, argumentée, nous n'avons pas, nous, la possibilité ou la force de dire stop. C'est grâce au fait qu'il y ait cette mobilisation qu'à un moment, on est suffisamment légitime, et encore, pas au regard de certains de nos partenaires, mais pour nous-mêmes, pour dire stop, il faut repenser ce projet. Ça nous oblige aussi à être meilleurs sur nos propres projets. Il y a un certain nombre de projets environnementaux qui sont menés, notamment un RP dans Anderlecht, ou même sur la remise à ciel ouvert de la Seine, ou sur le Wills. Enfin, il y a plein de projets que nous menons avec une détermination importante, et les associations nous disent, oui, mais un petit cran plus loin, un peu plus là-dessus. Faites quand même attention à ça, vous voulez faire ça, mais ça a quand même un impact négatif, etc., etc. Ça nous oblige à pousser les curseurs. Alors parfois, on n'arrive pas à donner satisfaction, on peut même générer des insatisfactions, mais ça, c'est le politique. On doit, nous, assumer aussi de générer de la frustration, etc. On ne peut pas donner raison à tout le monde, c'est totalement impossible. Mais donc oui, c'est vital. Les associations sont vivantes et c'est vital. Merci. Bien, on va devoir clôturer ici, malheureusement, ce fut court, mais très intéressant malgré tout. Merci à tous les quatre pour votre présence. Je vous invite à reprendre place.
travaillé pour le centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles en 2014. À l'époque, on recevait un peu plus de 1000 animaux par an. Aujourd'hui, le nombre d'animaux pris en charge par les soigneuses a explosé et dépasse largement les 3000. Face à cette augmentation, le centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles a dû s'adapter et continuer à se professionnaliser. Depuis 2016, le nombre de soigneuses animalières a augmenté et les infrastructures ont évolué. Heureusement, nous pouvons compter sur la bonne volonté et l'engagement sans faille de la centaine de bénévoles qui, 7 jours sur 7, 365 jours par an, se relaient pour assister les soigneuses dans leur travail quotidien. Les animaux qui arrivent au centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles sont confrontés de plein fouet à l'activité humaine et à l'humain lui-même. Évoluant en pleine ville, ils doivent faire face à énormément de facteurs de mortalité, notamment au trafic routier, à l'urbanisation, mais aussi à tous les types de pollution, l'eau, l'air, le sol, ainsi que la pollution sonore ou encore lumineuse. L'analyse des données de prise en charge démontre aussi des sources de risques plus spécifiques, comme la prédation du chat domestique par exemple. C'est pourquoi nous tentons de sensibiliser du mieux que nous pouvons le grand public aux solutions qui existent pour réduire cette pression exercée sur la petite faune des jardins. Dans le but d'améliorer la prise en charge et le contexte dans lequel évolue la faune sauvage bruxelloise, nous collaborons avec les autorités compétentes de la région, comme Bruxelles Environnement, l'Institut Royal des Sciences Naturelles, le bien-être animal, mais également les pompiers, les gardes forestiers et les services de police. Nous travaillons également avec d'autres centres de soins et refuges de Belgique et d'ailleurs qui traitent des mêmes problématiques. Malgré tous ces efforts, le centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles peine encore à sauver l'ensemble des animaux qu'il reçoit. En effet, sans l'aide considérable des membres et le soutien des donateurs et sympathisants de la Ligue, les soigneuses ne disposeraient pas du matériel médical nécessaire pour offrir les soins adéquats. Chaque année, c'est la course contre la montre pour réunir le budget nécessaire au maintien de l'activité au centre de soins. De plus, les infrastructures commencent à devenir obsolètes. C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin de votre aide pour créer un tout nouveau centre de soins pour la faune sauvage à Bruxelles. Ce nouveau projet va être long, difficile et compliqué mais nécessaire si l'on veut continuer à préserver la biodiversité bruxelloise. L'activité humaine ne cesse de croître mais les moyens ne suivent pas. Nous avons donc besoin de vous. Devenez membre de la Ligue, faites un don matériel ou financier et ainsi aidez-nous à sauver la faune sauvage en détresse. Yves, il va bientôt falloir y aller. Il n'est pas tout à fait prêt. C'est magnifique, hein, vous le voyez à l'image, absolument superbe. Mais c'est pas grave, on va peut-être commencer. Je te laisse terminer encore une minute, ça va? Oui? Bon, mais écoutez, on va tout doucement se lancer dans cette vente aux enchères avant de voir l'œuvre. C'est un peu particulier, mais faites-nous confiance. Enfin, vous la voyez, elle est en presque finition. On a très peu de temps, on a pris beaucoup de retard. Le Festival Nature Namur a des projections qui suivent, donc on va aller très vite. Donc je compte sur vous. Mesdames et messieurs, les enchères sont lancées. Prix de départ, 300 €. C'est une toile qui fait 40 sur 60 cm. 300 €, qui dit mieux? Celui qui veut mettre une enchère lève la main et dit bien fort le montant. Allez messieurs, dames, qui dit mieux? Oui, 350 là-bas. 400 €. Les enchères continuent. C'est pour la Ligue, c'est pour les centres de soins. Tout ce travail formidable qui a besoin d'être soutenu, madame. 450, merveilleux, merci madame. Monsieur là derrière? 500. 500 €, extraordinaire. 500 € pour cette œuvre. Yves, tu te rends compte? Alors, est-ce que ça peut encore monter un peu? 500 €. Allez, c'est pour les oiseaux. 500 €, une fois? Oui, je comprends. Bon, ben, désolé pour la pression, mais il va falloir y aller, Yves. Déjà qu'il peint jamais en intérieur, qu'il peint jamais avec une basse électrique, et on lui demande de présenter une toile non finie. Oui? Merveilleux, combien? 550 €, merci beaucoup. Génial. Peut-être que ça va encore monter un peu une fois que la toile aura été vue. Allez Yves, là ça y est, c'est fini. Un grand but.
nous raconte très 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 vite? Oui. Il y a des bons films. Bizarre. Un autre peut-être. Voilà, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, je me suis